Là, j'ai dans la main un escargot préhistorique, un escargot des bois qui a vécu en vallée d'Ossau il y a 8 ou 10 000 ans. Et on marche dessus tellement il y en a. On garde tous ceux qui sont intacts parce que c'est les plus beaux. Ça, c'est la grotte du Poimahu. Ici Pierre. Il y a un vestige assez caractéristique du Poimahu et qui a fait sa renommée, qui lui a même donné son nom à l'origine. Ce sont tous ces plaquages que vous voyez contre les parois, qui sont des coquilles d'escargots. C'est pas une accumulation naturelle, hein, on est dans un milieu humide. Et l'une des ressources qui sont collectées à l'époque par les chasseurs-cueilleurs, c'est les escargots. Il y a des grands ramassages d'escargots qui sont faits par les groupes qui habitent cet abri. Si on était sur le littoral, ça fait un peu penser aux accumulations de coquilles qu'on peut avoir sur des sites littoraux, où là il y a aussi des grands ramassages de mollusques. Bon, là on est dans les Pyrénées, donc là on a des cultures de chasseurs-cueilleurs plus récentes que l'époque glaciaire. Une première culture qu'on appelle l'asilien, et une autre qui est le mésolithique. Une fois que l'escargot est consommé, les coquilles sont juste abandonnées, elles finissent par former des véritables couches. Il faut s'imaginer qu'avant la fouille, ces plaquages que vous avez là sur les parois, il y avait la suite jusque-là. Donc c'était vraiment une couche d'escargot, assez épaisse. Ensuite, il y a le ruissellement d'eau calcaire qui fait que les couches qui sont les plus proches de la paroi vont progressivement se souder à la paroi. Et donc celles-là sont restées en place. Le reste a été fouillé. Je m'appelle Jean-Marc Pétillon, je suis chercheur au CNRS, au laboratoire Trace à Toulouse, et je suis préhistorien, et ma spécialité c'est l'étude du mode de vie des groupes humains du Paléolithique supérieur dans la partie sud-sud-ouest de la France. Il y a une particularité qu'on retrouve sur quelques sites à un certain moment du Paléolithique dans les Pyrénées, c'est des groupes qui vont s'installer vraiment en fond de grotte. Quand on parle d'occupation en grotte, en fait la plupart du temps c'est dans les porches des grottes. Donc c'est des gens qui s'installent à l'entrée ou pas loin de la lumière du jour. Aujourd'hui les niveaux paléolithiques sont à l'obscurité. À l'époque où le porche était nettement plus grand, on était vraiment pas loin de l'extérieur. Mais pendant peut-être un millénaire, entre 17 000 et 16 000 avant le présent, dans un certain nombre de sites, on voit vraiment des occupations très loin de l'entrée, très loin de la lumière du jour, dans une obscurité complète, donc avec les moyens d'éclairage qu'on suppose nécessaires pour vivre dans ces conditions. Pendant une période qui, à l'échelle de la préhistoire, est assez courte, il y a ce mouvement vers les fonds de grotte qui s'arrête ensuite, où même des espaces qui jusqu'ici n'étaient pas vraiment occupés se retrouvent aussi considérés, investis comme des zones d'habitat, on va dire. La grotte Saint-Michel à Rudy en donne un petit exemple miniature. C'est une cavité qui n'est pas très grande, mais il y a une étroiture à l'entrée qui est pour le coup identique à ce qu'elle était au Paléolithique. Ça fait un petit passage très étroit dans lequel il faut ramper, et on se retrouve derrière dans une salle très basse de plafond, complètement coupée de l'extérieur, qui a livré l'essentiel du mobilier archéologique paléolithique de cette grotte. Donc le gros de l'habitat, on va dire, c'est fait dans cet endroit qui est très très confiné et qui surtout est au noir. Et ça, c'est pas du tout typique pour les autres des occupations en grotte, que ce soit dans les Pyrénées ou ailleurs. Quand on regarde depuis l'entrée du Poimahu, on voit juste en face une autre colline, qui est la colline du Laroun, dans laquelle s'ouvre une autre grotte, la grotte d'Espalingue, qui est la plus grande cavité actuellement connue dans le bassin d'Arudy, c'est le seul dont le porche soit vraiment très dégagé, très spectaculaire, visible de loin, etc. Et ça a aussi été une occupation très importante, au moins au Paléolithique. Comme elle était grande et visible, ça a été aussi la première à être fouillée dès les années 1860.
Ce qui lui a pas trop réussi, puisqu'à l'époque les fouilles étaient beaucoup moins méthodiques et contrôlées qu'aujourd'hui, donc elle a été un peu vidée, on va dire. Ce qui l'a pas empêché de livrer des collections très importantes de mobilier paléolithique, et notamment de pièces gravées, sculptées, d'art mobilier très spectaculaires. Et cette grotte est aujourd'hui fermée parce qu'elle abrite une colonie de chauves-souris protégée, dont c'est le lieu de nidification. Donc l'aspect est strictement contrôlé pour éviter de déranger les chauves-souris. Au tout début du paléolithique récent, il y a aussi des grottes occupées par les grands carnivores, que ce soit l'ours des cavernes, l'hyène, etc., qui installent leurs repères dans les cavités. Ces grands carnivores ils disparaissent progressivement au cours du paléolithique récent. Ensuite, l'empreinte humaine sur les grottes devient vraiment importante, mais dès le moment où les humains délaissent une cavité, il y a souvent d'autres qui s'y installent. Ça peut être des fouisseurs comme les blaireaux ou les renards, ça peut être des chauves-souris, ça peut être d'autres animaux aussi. C'est un biotope aussi, la grotte. Bonjour, je m'appelle Mathilde Esquer, je suis directrice du musée d'Ossau depuis 2019. Donc au sous-sol, la salle de paléontologie présente la grande faune glaciaire du gouffre d'Abara, qui a été retrouvée en 1984 par les spéléologues de la vallée d'Ossau. C'est alors une partie en fait des collections, puisque il y a à peu près 1800 pièces qui sont confiées au laboratoire Trace pour l'étude. Et aussi parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'entreposer toutes les collections. Donc ici sont présentés les principaux spécimens qui ont été découverts dans ce piège naturel. C'est le résultat d'une fouille de sauvetage qui a duré 15 jours et qui a permis donc de remonter tous ces ossements. Et le sol calcaire en fait, de la cavité a permis une très bonne conservation de ces vestiges. Et parmi lesquels donc, figurent du cerf, du renne, des bisons qui sont en grand nombre, on en a dénombré 18, et puis le rhinocéros laineux qui est une des pièces maîtresses des collections, puisqu'on n'attendait pas ce spécimen à cette altitude, puisque la grotte se situe entre 700 et 800 mètres au-dessus du bassin d'Arrudie. Les grottes occupées par les groupes humains au paléolithique, ils vont nous renseigner sur le mode de vie des gens à cette époque, pour une période qui, ici en Ossau, commence vers 20 000 avant le présent. À côté de ces grottes-là, on en a plusieurs qui sont des cavités plutôt avec des entrées verticales, des gouffres ou des failles, des avennes, qui donc n'ont pas accueilli d'occupation humaine, mais qui ont servi de piège à faune. Entre autres celle-ci, donc la grotte d'Abara. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que ça documente la faune qui était présente naturellement dans les environs, sans intervention humaine, puisque c'est juste les animaux qui accidentellement sont tombés dans le gouffre, et y compris des espèces qu'on ne s'attendait pas à trouver, dont ce rhinocéros laineux, dont le crâne est exposé au musée. Donc là, ce crâne de rhinocéros, il est pratiquement complet. C'est une autre caractéristique de ces sites naturels. Dans les sites d'occupation humaine, les vestiges de faune, ils sont brisés en morceaux pour récupérer la moelle, pour récupérer la viande, pour démanteler les carcasses, etc. Donc on retrouve sous une forme très fragmentée. Dans un site naturel comme ça, les animaux se décomposent sur place sans intervention humaine, donc on a des éléments beaucoup plus complets, beaucoup plus entiers, ce qui intéresse beaucoup les paléontologues. Entre autres, donc, ce crâne, qui a dû être entièrement consolidé et emballé pour le sortir de la cavité. Ça a été tout un chantier. Donc un crâne qui mesure
pas loin de plus de 60 cm de long, avec ses grosses dents carrées de grand herbivore, et qui nous donne une idée aussi du caractère massif ou impressionnant de ces animaux qui composaient l'environnement des hommes de cette époque. Le rhinocéros est très impressionnant parce que c'est une pièce rare, unique. Après, c'est pas le plus fréquent dans ce gouffre-là. L'animal le plus fréquent, c'est le bison à Barra, qui constitue l'essentiel de la faune, enfin la plus grande partie. Et là, c'est très intéressant aussi d'un point de vue paléontologique, puisque cette série a été étudiée dans les années 90-2000. Comme les éléments sont entiers et nombreux, ça a permis de faire toute une série de mesures, de comparaisons avec d'autres populations de bisons, etc. Donc de mieux documenter cette espèce en tant qu'espèce. Là, du coup, indépendamment de son exploitation par les humains, par comparaison avec d'autres populations de bisons anciennes ou actuelles. Donc ces séries de sites naturels, elles documentent l'environnement, mais elles documentent aussi l'évolution, la paléontologie, la biologie de ces espèces-là, d'une manière que les sites d'occupation humaine permettent difficilement de faire. Ces pièges à faune ont fonctionné pour la plupart à des périodes plus anciennes que l'occupation humaine connue. Donc là, à Barra, on est entre 30 000 et 40 000 avant le présent. Donc ça nous montre aussi que dès cette époque ancienne, il y avait à ces altitudes-là des terrains libres qui étaient parcourus par des troupeaux de grands herbivores, ce qui permet d'imaginer qu'il pouvait y avoir des groupes humains qui les suivaient pour les chasser, même si on n'en a pas de traces directes. C'était les grottes de la vallée d'Ossau, premier épisode. Avec le préhistorien Jean-Marc Pétillon et la conservatrice du musée d'Ossau, Mathilde Esquer. Un documentaire d'Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.